Bonjour à tous. Quand on construit un mur, que ce soit pour une maison, un mur de clôture ou un bâtiment industriel, une question revient toujours. Jusqu'à quelle hauteur peut-on monter ce mur sans risquer qu'il s'effondre ou se fissure? La réponse n'est pas simple car elle dépend de plusieurs facteurs techniques, normatifs et pratiques. Dans cette vidéo, on va explorer en profondeur ce que la science de la maçonnerie nous dit à ce sujet. Commençons par rappeler qu'il existe plusieurs types de murs en maçonnerie. On parle généralement de murs porteurs, qui supportent des charges venant du toit ou des étages supérieurs, et de murs non porteurs, souvent appelés cloisons, qui servent simplement à délimiter des espaces. Les matériaux aussi varient. Blocs creux en béton, briques pleines, pierres naturelles ou blocs à bancher. Chacun a ses propriétés mécaniques, sa résistance à la compression, et donc ses propres limites. La hauteur d'un mur dépend directement de son épaisseur. Un mur de 10 cm d'épaisseur ne pourra évidemment pas atteindre la même hauteur qu'un mur de 20 ou 25 cm. Par exemple, un mur en parpaing de 20 cm d'épaisseur peut, en général, atteindre 2,5 à 3 mètres s'il est bien construit, sans recevoir de charges supplémentaires et sans renfort particulier. Mais au-delà de cette limite, des dispositifs de renforcement deviennent obligatoires. Poteaux chaînés, raidisseurs verticaux, chaînages horizontaux. Les murs en maçonnerie, qu'ils soient porteurs ou non, sont constamment soumis à différents types de charges et efforts. Ces forces agissent directement sur la stabilité du mur et jouent un rôle primordial dans la détermination de la hauteur maximale à laquelle un mur peut être élevé sans risquer des défaillances. Les charges verticales sont la première catégorie de forces auxquelles un mur est soumis. Il s'agit des poids qui s'appliquent du dessus vers le bas et qui proviennent principalement de la toiture, des planchers et des autres éléments supérieurs du bâtiment. Ces charges peuvent être très lourdes et l'une des raisons pour lesquelles un mur ne peut pas simplement être monté aussi haut qu'on le souhaite est qu'il doit être capable de supporter ces charges sans s'effondrer ou se déformer. Un mur qui subit des charges verticales importantes doit avoir une résistance en compression suffisante, c'est-à-dire qu'il doit être capable de supporter le poids des éléments supérieurs sans s'effondrer. Exemple pratique, pour un bâtiment à plusieurs étages, le mur porteur au rez-de-chaussée devra supporter non seulement le poids du toit, mais également celui de tous les étages supérieurs. Cela signifie qu'une épaisseur plus grande et un calcul plus précis des matériaux seront nécessaires pour garantir que la hauteur du mur ne dépasse pas les limites de sécurité. Charges horizontales. En plus des charges verticales, un mur subit également des charges horizontales. Ces charges proviennent de plusieurs sources: le vent, les séismes, les forces thermiques ainsi que d'autres éléments climatiques. La pression du vent en particulier est un facteur très important, surtout pour les murs extérieurs. Plus un mur est exposé au vent, plus les forces horizontales qu'il doit supporter sont importantes. En fonction de la vitesse du vent et de l'altitude du site, ces forces peuvent devenir significatives et peuvent influencer directement la hauteur maximale d'un mur. Exemple de situation. Imaginons un mur extérieur dans une région très venteuse, comme sur le littoral ou dans une zone en hauteur. Si ce mur est élevé sans renfort, il peut subir une pression horizontale très importante qui pourrait entraîner une déformation ou même l'effondrement partiel du mur si des dispositifs de renforcement comme des poteaux verticaux ou des chaînages horizontaux ne sont pas mis en place pour distribuer cette charge. Effort de flambement. L'un des risques majeurs pour les murs de grande hauteur est le flambement. Ce phénomène se produit lorsqu'un mur, soumis à une pression verticale importante, atteint une hauteur ou une minceur excessive, qui le rend instable sous l'effet de la compression. Si un mur devient trop haut par rapport à son épaisseur, il risque de se déformer latéralement, ce qui peut entraîner des fissures ou une défaillance structurelle totale. Le flambement est souvent plus susceptible de se produire lorsque le rapport hauteur
épaisseur du mur est trop grand, c'est-à-dire quand la hauteur du mur est trop élevée par rapport à son épaisseur. Par exemple, un mur de 5 mètres de haut, mais avec une épaisseur de seulement 10 cm, serait très susceptible au flambement. Pour éviter cela, il est nécessaire de renforcer le mur avec des chaînages, des raidisseurs ou des poteaux en béton armé. Les ingénieurs utilisent des calculs de flambement pour déterminer à partir de quelle hauteur un mur peut être à risque. Ces calculs prennent en compte l'élasticité des matériaux, la distribution des charges et les caractéristiques géométriques du mur. Des logiciels spécialisés, comme Robot Structural Analysis ou Revit Structure, sont utilisés pour effectuer ces calculs. Effet thermique et fissuration. Les murs peuvent également subir des efforts dus aux variations thermiques. Ces variations sont souvent liées à l'expansion ou à la contraction des matériaux sous l'effet des températures extérieures changeantes. Cette variation thermique peut provoquer des fissures dans les murs, surtout lorsqu'ils sont soumis à une forte différence de température entre le jour et la nuit. Les murs en béton ou en briques sont particulièrement vulnérables à ce phénomène. L'expansion thermique peut pousser les matériaux à se dilater et à se fissurer si des jointures ou des fissures de dilatation ne sont pas correctement prévues dans la conception du mur. Interaction entre charge et renfort. Il est important de noter que les renforts ajoutés à un mur peuvent influencer considérablement sa capacité à supporter des charges importantes. Les raidisseurs verticaux, les chaînages ou les poteaux en béton armé permettent de distribuer les efforts horizontaux et verticaux plus uniformément. Ces éléments sont essentiels pour éviter les déformations, le flambement ou les fissures. Dans la conception de murs très hauts, l'intégration de ces éléments de renfort devient primordiale. Par exemple, un mur de 4 mètres de haut nécessitera probablement des poteaux tous les 3 à 4 mètres, accompagnés de chaînages horizontaux, tous les niveaux pour garantir la stabilité du mur. En résumé, les charges et les efforts appliqués à un mur en maçonnerie sont complexes et multiformes. La hauteur maximale d'un mur dépend donc non seulement de sa nature et de sa composition, mais aussi des forces qui agissent dessus. Lorsqu'on construit un mur de grande hauteur, il est crucial de prendre en compte tous ces facteurs pour garantir la sécurité, la stabilité et la durabilité de la structure. La construction d'un mur ne peut pas se faire à l'œil ou selon des habitudes de chantier. Elle doit respecter un cadre normatif précis. En France, ce cadre est défini par le DTU 20.1 pour la maçonnerie ainsi que par les Eurocodes, en particulier l'Eurocode 6 EN 1996 qui traite de la conception et du calcul des structures en maçonnerie. Le DTU 20.1 fournit des prescriptions pratiques pour l'exécution des murs, épaisseur minimale, type de liaison à respecter, armatures à mettre en place, conditions de pose et de mise en œuvre des blocs. Par exemple, il impose des chaînages horizontaux en haut de mur, au niveau des planchers et en couronnement pour éviter le déversement du mur sous des efforts latéraux comme le vent ou les séismes. L'Eurocode 6, quant à lui, permet d'aller plus loin avec un calcul mécanique. Il tient compte de la résistance caractéristique des matériaux, blocs, mortiers, la charge verticale appliquée, la hauteur libre du mur, la flambée potentielle, c'est-à-dire le risque de basculement ou d'instabilité du mur, l'ancrage aux dalles et aux autres murs, et surtout le rapport hauteur-épaisseur. Un mur haut et mince est plus vulnérable. C'est pourquoi un rapport HE supérieur à 25 est généralement déconseillé sans contreventement ou raidisseur. Par exemple, un mur de 2,5 mètres de haut, en bloc de 10 cm d'épaisseur, donne un rapport de 25. Ce serait déjà une limite maximale. Mais attention, ces valeurs doivent être adaptées selon les zones climatiques.
En zone sismique, les hauteurs admissibles sont revues à la baisse et des renforts spécifiques sont exigés. En zone venteuse, des ancrages plus puissants ou un espacement réduit entre les raidisseurs seront nécessaires. Dans certains cas, notamment pour les murs dépassant 3 mètres, il est obligatoire de faire appel à un bureau d'études structure qui utilisera des logiciels de calcul pour vérifier la stabilité du mur selon les normes. Prenons un premier exemple. Une maison plein-pied construite sur un sol argileux. Le mur porteur extérieur, en bloc de 20 cm, ne devra pas dépasser 2,8 mètres sans raidisseurs verticaux tous les 3 mètres. Autre cas, un mur de clôture de 2 mètres, exposé à des vents violents. S'il est long, il faudra ajouter des potelets raidisseurs tous les 2 à 3 mètres, sinon des fissures apparaîtront rapidement. Enfin, dans les bâtiments industriels où les hauteurs dépassent parfois 4 à 6 mètres, l'ingénieur structure devra prévoir des murs renforcés ou un système de voile en béton armé. Les erreurs à éviter. Sur le terrain, beaucoup d'erreurs sont commises, parfois par négligence, parfois par excès de confiance. Ces erreurs peuvent rendre un mur dangereux, même s'il semble solide au début. Erreur numéro 1. Ignorer l'étude de sol. Beaucoup pensent que la maçonnerie, c'est juste poser des blocs. Mais si le sol n'est pas stable ou hétérogène, le mur peut bouger, s'enfoncer ou fissurer. Avant de construire un mur de grande hauteur, une étude de sol est essentielle. Erreur numéro 2, dépasser la hauteur maximale sans renfort. Un mur de 3 mètres construit avec des blocs de 15 cm, sans aucun potelet vertical, est une erreur fréquente. Sans raidisseur, le mur va se déformer sous l'effet du vent, ou pire, il pourrait s'écrouler. Il faut impérativement ajouter des poteaux en béton armé tous les 3 à 4 mètres reliés par des chaînages. Erreur numéro 3, négliger le vent. Un mur extérieur, même non porteur, peut être soumis à des pressions importantes en cas de vent fort. Si on ne l'ancre pas correctement, il peut s'arracher ou se fissurer. Erreur numéro 4, poser les blocs à sec ou mal doser le mortier. La résistance d'un mur ne dépend pas que du bloc, mais aussi de la qualité du mortier et de la mise en œuvre. Un mortier trop riche ou trop pauvre, mal appliqué, crée des points faibles. Erreur numéro 5, créer trop d'ouvertures sans renforcement. Fenêtres, portes, trappes. Plus il y a d'ouvertures dans un mur, plus il devient fragile. Chaque ouverture doit être encadrée de linteaux et parfois de raidisseurs verticaux pour encaisser les efforts. Erreur numéro 6, oublier les chaînages horizontaux. Le chaînage supérieur est fondamental pour tenir les murs ensemble et éviter leur ouverture. Sans lui, chaque mur travaille seul, ce qui augmente le risque de fissure à chaque mouvement du bâtiment. Toutes ces erreurs, bien que courantes, peuvent être évitées par une conception réfléchie, une lecture rigoureuse des normes et un minimum de calcul. Construire un mur haut, ce n'est pas juste empiler des blocs, c'est avant tout comprendre comment il réagit, comment il résiste et comment le sécuriser. Avant de dépasser 2,5 mètres de hauteur pour un mur en bloc, posez-vous les bonnes questions. Le mur porte-t-il une charge? Est-il exposé au vent? Est-il correctement chaîné? L'épaisseur est-elle suffisante? Y a-t-il des raidisseurs verticaux? Si vous avez un doute, consultez un ingénieur structure ou un bureau d'études. Un mur en maçonnerie peut monter haut mais pas sans règle. Ce qui semble solide au début peut se révéler fragile si les bases techniques ne sont pas respectées. Comprendre les limites de la maçonnerie, c'est construire mieux, plus sûr et plus durable. Voilà, vous savez maintenant pourquoi la hauteur d'un mur en maçonnerie ne s'improvise jamais. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux techniques derrière ce que l'on voit tous les jours autour de nous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, pensez à laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on continuera à parler d'ingénierie, de construction et de tout ce qui fait notre environnement bâti. Et dites-moi en commentaire, aviez-vous déjà pensé
à tous ces détails avant de construire un mur? Ou avez-vous des projets de construction en cours? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant du génie civil.